Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Ariane Graziani, bonjour. Vous nous accueillez aujourd'hui en Seine-et-Marne. On va discuter un peu de travaux publics. Et pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Bonjour, Ariane Graziani-Lichelet. Je dirige le syndicat des travaux publics de Seine-et-Marne depuis une trentaine d'années, pas tout à fait. Et je pilote parallèlement une démarche qui s'appelle Ensemble 77 et qui réunit sur le territoire, autour des travaux publics, les plus grands acteurs économiques. D'accord. Alors, pour commencer, je pense que ça peut être intéressant de nous évoquer un peu les missions d'un syndicat pro de travaux publics. Ça consiste en quoi, un syndicat professionnel des travaux publics, tout simplement? Alors, traditionnellement, c'est la même vocation que n'importe quel syndicat professionnel, c'est-à-dire défendre les intérêts des entreprises du secteur qu'il représente. Ok. Alors, après, chacun le fait à sa manière. Nous, ici, on a une façon un peu atypique de faire ce travail-là. C'est-à-dire que ça vient à la fois des administrateurs et beaucoup je pense, de ma personnalité. Moi, je ne suis pas du tout intéressée par les aspects très politiques. Donc, c'est pas vraiment la façon dont j'ai souhaité travailler. Ce qui fait que notre syndicat est plus orienté sur des actions de partenariat et de travail en commun avec les acteurs économiques. Du coup, j'ai très vite, une fois arrivée ici, mis en place une démarche qui s'appelle Ensemble 77, qui n'est pas une structure juridique, qui n'a pas de structure juridique, qui est un groupe de travail. Et donc je me suis entourée progressivement de différents acteurs autour de thématiques de travaux publics. Et on a aujourd'hui 11 membres d'Ensemble 77 depuis 25 ans, 26, puisqu'on va réaliser cette année le 25e Forum des collectivités territoriales et des travaux publics, qui est notre manifestation phare annuelle, lors de laquelle nous restituons les travaux que nous avons menés durant toute l'année aux collectivités locales et territoriales. Et pourquoi pas de forme juridique? Parce que déjà c'est très compliqué de trouver une forme juridique qui rassemble des entités publiques et privées, déjà. D'accord. La deuxième raison est que toute structure coûte de l'argent. C'est sûr. Donc, et amène des contraintes. Assemblée générale, compte... C'est ce que j'imaginais en fait. Je me suis dit qu'en fait vous aviez peut-être trouvé une façon de faire venir les gens sans les contraindre. Donc il n'y a pas de contrainte en termes... Et il y a aussi cette vertu justement, c'est qu'on y est parce qu'on en a envie. Donc le couple sans mariage, sans notaire, sans frais de même succession, pas de taxe. mais ça fonctionne depuis pas mal d'années. Et ça fonctionne depuis presque 30 ans. Bon, c'est ça qui est important. Et donc on a aujourd'hui 11 structures dont l'État, dont le conseil départemental, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le syndicat d'électrification de Seine-et-Marne, les deux villes nouvelles, Enedis, GRDF, l'association des maires de Seine-et-Marne, l'association des maires ruraux. Donc il y a les principaux acteurs clients des travaux publics autour des travaux publics. Donc c'est un incontournable, quoi. Je comprends que tout le monde y est, quoi. Tout le monde y est. Ça a démarré par la DDE à l'époque, qui malheureusement n'existe plus, enfin, si on peut dire malheureusement. Moi, je le dis. Et EDF-GDF à l'époque, il n'y avait pas Enedis, enfin, c'était une autre époque. Et puis très vite, le conseil départemental a rejoint et tout le monde s'est intégré dans cette démarche. Et toute l'année, en fait, on a un petit comité de pilotage des présidents ou directeurs des structures qui décident des axes de travail de l'année, du budget, parce que tout le monde finance le fonctionnement de cette structure. D'accord. Qui est géré par le syndicat des travaux publics. D'accord. Et décide des manifestations, des moyens qu'on y met, du montant de la participation de tout le monde. Et ce travail se divise ensuite en groupes, en commissions. Donc il y en a surtout deux, une prévention santé sécurité et une transition écologique. D'accord. Et ces commissions produisent des travaux
qui sont validés par le comité de coordination que j'évoquais juste avant et qui alimentent toute une communication au long de l'année et qui en même temps permettent de donner du contenu au forum annuel. Sachant qu'il y a aussi maintenant un deuxième forum qui est un forum prévention, santé, sécurité. D'accord. Donc voilà, ça me permet de travailler autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler en commission, il n'y a que des chefs d'entreprise qui décident de ce qu'ils souhaitent faire ou qu'ils souhaiteraient que les acteurs économiques intègrent au sujet des travaux publics. Eh bien, j'associe dans tous les groupes de travail, toutes les commissions. C'est moins ascendant, on a à peu près tous les niveaux qui sont réunis. C'est surtout que quand vous faites participer toutes les parties prenantes à une décision et à l'élaboration d'un outil ou d'une méthode de travail, ils peuvent pas. Déjà, vous n'avez pas à les convaincre que c'est bien, mais en même temps, ils sont obligés de l'appliquer puisqu'ils ont contribué à l'élaborer. Oui. Donc, on gagne du temps. On gagne de la crédibilité. C'est sûr qu'on a moins forcé les gens à faire un truc qu'on a écrit et construit pour eux, puisqu'ils l'ont écrit et construit avec nous et pour eux. Voilà, et puis on ne peut pas prétendre qu'un syndicat professionnel puisse contraindre des acteurs économiques à utiliser quelque chose. Mais en termes de méthode, c'est vrai que si on réunit les gens en amont, il y aura moins de problèmes à la fin, en bout de course. Voilà, et puis c'est beaucoup plus riche. Moi, je suis arrivée, je n'avais aucune connaissance de ce milieu. Ouais. Je me suis dit... Bon, comment je vais faire? Et la meilleure façon, c'était d'apprendre des autres. Ouais. Et du coup, de faire venir à moi les gens qui savaient pour les écouter. Et les sujets, en fait, ne viennent pas de ma petite tête. Ils viennent des échanges entre tous les acteurs et émergent régulièrement des sujets intelligents dont on s'empare collectivement. Donc moi, je sers juste de chef d'orchestre à ce truc-là, finalement. J'aimerais vous poser une question idiote que tout le monde doit vous poser, j'en suis désolé, mais être une femme dans ce milieu, ça a été simple, compliqué? Vous allez me dire que pas du tout, en fait. C'est beaucoup plus... Ça simplifie... Enfin, ça diminue avec le temps. Mais moi, j'ai toujours pensé que ça m'avait simplifié la vie de travailler dans un métier d'homme. D'accord, ok. Parce que... Mais ça se dit pas à la radio, je pense. C'est bien, c'est pas la radio. Bon, c'est un podcast, c'est encore mieux. Eh bien, c'est que le temps que met un homme, parce qu'ils ont encore un peu d'éducation, à vous dire merde, pendant ce temps-là, moi j'ai repris la main et c'est trop tard. C'est-à-dire Quand vous avez des conversations un peu tendues avec un groupe d'hommes, que vous êtes rentre dedans, il y a des conflits. Le temps que l'homme ose vous dire, à vous qui êtes une femme en face, ce qu'il a sur le cœur ou... c'est trop tard, on a repris la main dans la conversation. Donc les hommes ont une éducation, quoi. Ils en ont encore une. Ils en ont encore une. Et je dirais que moi, ça m'a toujours... J'ai trouvé que... Alors, on se connaît depuis longtemps, donc des fois, on se le dit. Tu vois, là, tu as raté le truc. C'était trop tard. Tu as perdu la main sur cette discussion un peu tendue. Et en fait, c'est toujours plus facile. Il y a quand même ce temps d'hésitation à entrer en conflit avec une femme quand on est sur des sujets un peu délicats. Qui me permet de garder parfois le peu d'avance que j'avais et du coup de pouvoir mener les sujets de façon un peu plus autoritaire. Non, c'est pas autoritaire, plus... directive. Oui, et puis dynamique, de conserver les élans qu'on a, on a entamés. Bon. Donc c'est pas compliqué. Puis les hommes sont franchement... C'est beaucoup plus facile de travailler avec des hommes qu'avec des femmes. La lecture est parfois peut-être plus simple. Tout à fait. Et puis on peut se dire les choses, on peut s'engueuler, mais des fois c'est terrible, même avec des partenaires économiques. Et puis quand on a fini... Du moment qu'il y a un déjeuner après. Non, même pas. Non, mais c'est plus simple. La relation est plus simple, la discussion est plus franche. Bon, du moment que ça vous convient, c'est parfait. Et moi, j'ai toujours trouvé ça simple. Et je préfère. Alors, on va continuer un peu sur cette histoire de travaux publics. J'aurais voulu entendre de votre part comment va le monde des travaux publics en ce moment. De l'extérieur, on entend évidemment régulièrement, et on le constate, la hausse des coûts de production. Il y a eu la guerre en Ukraine, le gaz, l'électricité, tout explose. Quand on discute avec la CPME ou le MEDEF, les chefs d'entreprise tirent une tête pas possible en vous disant que les factures explosent. La main-d'œuvre, la compétitivité, tout ça, vous pouvez piocher des thématiques qui vous parlent. On en est où en fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Moi, je peux vous parler surtout des travaux publics en Seine-et-Marne. Oui, j'allais vous dire travaux. de votre fenêtre, peut-être au niveau national sur certains points, mais déjà ici, dans à peu près la moitié de l'Île-de-France en termes géographiques, qu'est-ce que vous voyez, vous, alors? On voit des entreprises qui ne vont pas si mal cette année. Et même dans notre département, qui n'est pas du tout le plus dynamique d'Île-de-France en ce moment. Je dirais même que les entreprises qui travaillent, j'avais un conseil d'administration hier, qui travaillent sur toute l'Île-de-France, voire au-delà, le pourcentage de leur chiffre d'affaires le plus médiocre, c'est celui en Seine-et-Marne. On n'a pas de gros travaux, mais on a quand même une population d'entreprises qui ne se plaint pas trop. Les prix sont bas, c'est vrai, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, c'est toujours facile de se plaindre des prix. C'est les entreprises qui font les prix. Donc, à un moment, c'est aussi devant leur cours qu'il faut balayer. Et à un moment, à force d'essayer d'exacerber la concurrence et de faire n'importe quoi, on fait baisser les prix. Mais côté travaux publics, en tous les cas, les prix, c'est les entreprises qui les font. Donc, ça reste toujours un sujet un peu délicat et on peut difficilement aller vers un maître d'ouvrage pour en parler. Moi, je refuse de le faire, parce qu'il vous dit, bah ouais, peut-être, Ariane, mais regarde, l'appel d'offres, il a été attribué à moins 40 de mon estimation. Bah, vaut mieux rien dire, ça évite de passer pour une imbécile. En fait, c'est toute la difficulté, c'est cette concurrence exacerbée qui fait que les entreprises font des prix. Il suffit qu'il y en ait une à chaque fois, qui fassent des prix stupides et les niveaux de prix descendent. Alors pour ce qui est des énergies, c'est vrai que ça impacte les entreprises, ça c'est clair. Pas toutes de la même façon. Vous parliez du MEDEF, c'est sûr que les entreprises ou de la CPME, les entreprises industrielles sont beaucoup plus touchées par les augmentations que nous. Nous, on l'est par le biais surtout de la fabrication des matériaux, dont les enrobés, qui consomment beaucoup de gaz et d'énergie. Donc là, il y a des coûts qui augmentent. Pour l'instant, on arrive à pas trop les répercuter dans les marchés, parce que c'est ça aussi le problème. C'est la répercussion au client, c'est pas tant le coût en lui-même. Bon, ça reste encore maîtrisable pour nous. On a des entreprises aussi beaucoup qui se préoccupent de travailler sur le coût de l'énergie de leur structure, c'est-à-dire tenter comme les collectivités d'aller vers l'autosuffisance, alors travailler sur le photovoltaïque. En tout cas, de réduire déjà. De réduire, ça oui, forcément. Mais il y a des outils industriels dont on ne peut pas réduire. Une pelle qui consomme, je sais pas, ça doit être certains engins 40 litres de l'heure. On n'est pas encore passé à l'hybride. Et on ne passera pas à l'électrique demain. On ne sait pas faire mieux. Et puis, une centrale de production d'enrobés. Alors, les nouvelles sont beaucoup moins énergivores, ça c'est évident. Mais ça reste un outil qui a besoin de chauffer des matériaux et donc de consommer beaucoup d'énergie. Donc, on est impacté. Ce n'est pas encore le sujet le plus terrible. Ce qui a beaucoup été un combat que la FNTP vient de traiter, c'est le problème du GNR, du gasoil non routier. Et là, effectivement, l'État voulait retaxer le gasoil non routier pour le ramener à des prix bien supérieurs à ce qu'il était jusqu'à présent. Et là, visiblement, alors je rentre là de quelques mois d'absence, donc j'ai perdu le fil, on peut dire, de ce sujet, mais visiblement, là, la FNTP a réussi à négocier avec le gouvernement pour revenir sur cette décision-là qui impactait par contre de façon dramatique les entreprises. D'accord. Donc ça va pas si mal. C'est pas extraordinaire, mais on est très inquiet, en tout cas moi, plus que les chefs d'entreprise finalement hier, de l'impact des JO qu'on évoquait en aparté tout à l'heure, sur l'activité économique de l'année prochaine. C'est vrai que c'est une vraie question, les JO, en tout cas moi que je me pose depuis pas mal de temps, j'ai l'impression que c'est un non-sujet, que les gens s'inquiètent à différents endroits et à raison, que ce soit en termes de sécurité, en termes d'organisation, en termes de projection sur ce qui va se passer concrètement. La Seine-et-Marne, donc vous me disiez, va pas beaucoup participer en termes d'espace alloué pour pouvoir pratiquer ces Jeux Olympiques, mais il va y avoir un impact parce qu'on est à quelques kilomètres de Paris en fait. Exactement, donc il y a un impact parce qu'on ne sait pas vraiment... Il y aura des déplacements de population, il va y avoir des actions qui vont faire qu'on va devoir fermer peut-être des entreprises, des activités. C'est ça, tout à fait. Alors vous en savez
peut-être certainement bien plus que moi, mais Pas vraiment. Malheureusement, non. Ouais. Parce qu'il n'y a rien ni d'officiel ni de précis. Il n'y a que des bruits qui courent, de collectivités qui s'expriment auprès des entreprises. Et on est à quelques mois, quoi. Ouais, et on est à quelques mois. Donc nous, on est inquiets parce qu'il y aura très certainement l'accès vers Paris, toute la petite couronne qui va se trouver bouclée pour les Jeux Olympiques, pour favoriser l'accès des visiteurs. Donc on ne sait pas comment on va pouvoir travailler. Et donc on entend même faire une demande de fermeture d'entreprise pendant plusieurs semaines d'affilée. Donc un espèce de Covid bis, quoi. Un peu, moins long quand même. Oui, moins long, c'est sûr, mais avec des compensations ou pas. Et c'est ça la question. Comme pour le Covid, quoi, en fait. Le problème est quel accès... Ça me fait penser aux bouquinistes de Paris, ouais. qui doivent dégager, quoi. Ça, et il m'avait semblé qu'il n'y avait pas de compensation financière. Je n'ai pas suivi le sujet, et mais... qu'il y a eu une pétition d'intellectuels, bouquinistes parisiens, et je ne sais pas où ça en est, cette histoire, mais c'est la même chose, c'est-à-dire l'animation passe en premier, puis les petits détails techniques des gens, on verra plus tard. Et je me dis que là, à quelques mois, si le syndicat des travaux publics ne sait pas où on va... Alors, au niveau régional, mais c'est récent, c'est début de semaine, on a vu passer un petit mail qui nous dit on met en place un petit comité et nommer un représentant. Bon, donc ça prouve qu'au niveau national et régional, on n'en sait pas beaucoup plus que nous. Ouais. Est-ce que du coup on pourra autoriser les entreprises à faire du chômage partiel ou du chômage technique ? Comment on va fonctionner? Parce que si on leur demande de s'arrêter 6 semaines ou plus, ouais. Comment font-elles? Même s'ils accumulent tous les congés de tout le monde, les RTT, ce qu'on veut, ça va pas faire l'addition. Le total ne va pas être bon. Donc on est quand même très inquiets. Quelques entreprises, étonnamment, ne le sont pas. Moi, je le suis plus. J'espère que je me trompe et que ça va bien se passer. De toute façon, comment on peut se préparer à ça? Nous, on ne peut pas. Je vois pas trop, en fait. Peut pas se préparer. Même le chef d'entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas se préparer et on ne sait pas comment accompagner les entreprises. Ouais. Si ce n'est, comme on l'évoquait aussi, d'aller voir monsieur le préfet qui vient d'être nommé sur notre territoire pour lui demander s'il en sait plus que nous, mais j'en suis pas persuadée. Ouais. Ok. Bon, c'est rassurant. Et ça nous pénalise aussi à un autre niveau, c'est sur le recrutement, qui est déjà extrêmement compliqué. C'est vers ça que je voulais aller, donc allez-y et j'alimenterai ça. Ouais. Et en fait, il y a une ruée, une mobilisation, une pression énorme vers tous les prescripteurs de l'emploi pour former des gens à la sécurité, au métier de la sécurité, en catastrophe. Donc là, ça maintenant, fait un an que j'en entends parler. Là, sur notre territoire, j'en ai eu confirmation hier soir à une réunion sur ce sujet. Et du coup, il est déjà difficile de trouver des collaborateurs, mais tous les efforts de Pôle emploi, des structures... C'est ce qui a été dit à plusieurs endroits, a priori. Pour la sécurité? Ouais. Ça, c'est vrai pour tout. Aujourd'hui, ça serait le même. Oui, mais c'est-à-dire que ça devient une vraie organisation, quoi. On arrête un peu de chercher en France parce qu'il n'y a plus assez, et donc on s'organiserait un peu plus pour aller vraiment chercher dans d'autres pays, quoi. Je ne l'ai pas entendu comme ça. En tout cas, toutes les forces vives du territoire sont mobilisées sur le recrutement vers les métiers de la sécurité. Donc nous, qui avions déjà du mal, c'est plus un problème. Personne ne se préoccupe de nos difficultés de recrutement puisqu'on emmène tout le monde d'office, la moindre personne qui peut travailler, on l'emmène dans la sécurité. Pour répondre aux problématiques des JO. Mais il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens quand les JO vont être terminés? Oui. Que vont-ils devenir? Vous posez trop de questions, madame. Non, parce que nous, on voudrait anticiper. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est malheureux, comment on peut justement. Recapter ces publics. Encore faut-il qu'on les ait préparés à se dire que, est-ce que c'est clair, quand on les embauche, qu'on ne va pas les garder? Je ne suis pas persuadée. Qu'on ne leur fasse pas miroiter des choses qui n'existeront pas. Par contre, nous, on essaie de réfléchir à des passerelles pour les ramener vers nos métiers quand leurs contrats en sécurité seront terminés. C'est compliqué parce que c'est quand même une action temporaire. Et ça me fait penser à une histoire qui avait été évoquée l'année dernière. C'était sur simplement des récoltes de fruits, de mémoire en Corse. Et que les gens ne voulaient pas.
parce que c'était pas assez bien payé. Ça, j'en ai pas d'avis spécialement. En tout cas, le Pôle emploi avait proposé ça. Et il semblerait on est allé chercher, je crois, au Maroc, ou en Pologne, je ne sais plus, des travailleurs pour aller chercher ces fruits-là, les mettre en caisse, et puis après ils sont repartis. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas de main-d'œuvre française qui était mobilisable. Et donc là je me pose un peu la question aussi pour vous, et c'est une question plus largement pour les travaux publics, la question de la main-d'œuvre étrangère, la question du conflit de génération aussi, il y a un truc qui revient assez souvent, les générations qui ont des comportements que des générations un peu plus anciennes ont du mal à comprendre, à décrypter et savoir s'adapter. Je me dis que ça aussi c'est un beau sujet chez vous. Tout à fait. Alors déjà la main-d'œuvre, il y a typiquement, on est impacté depuis déjà longtemps. On a un dispositif chez nous qui s'appelle la plateforme emploi pérenne. C'est-à-dire c'est un dispositif par lequel on recrute des personnes que l'on met en contrat de travail et que l'on forme dans le but de répondre aux clauses sociales. C'était de l'origine. On a créé ce dispositif au moment où les premiers travaux en rue sont sortis et qu'ils étaient adossés, qu'on a découvert les clauses sociales. Donc on s'est dit on va être un peu plus intelligent que les clauses qui disent vous prenez quelqu'un au moment des travaux et vous le mettez dehors à la fin, c'est pas grave. Enfin globalement c'était ça. Donc on s'est mis à travailler avec la direction du travail, la préfecture, les villes concernées, en particulier la ville de Montereau à l'époque, pour mettre en place un dispositif qui nous permettait en amont de recruter des gens, en insertion, de les mettre en contrat de travail et ensuite de les former parce qu'on pensait plus efficace, ça fait quelques preuves, que de laisser les gens sous un statut de demandeur d'emploi tout le temps d'une formation sans savoir où ils allaient aller et sans rémunération honorable. Ouais. Je ne vais pas expliquer tout le dispositif, c'est un peu long. En tout cas, on en est au 26e, ça doit faire aussi 25 ans bientôt qu'on fait ça. Un peu moins parce que l'ANRU, c'était un peu après ça quand même, j'exagère, mais ça va faire... c'est moi qui vieillis, je ne me rends pas compte, ça doit faire quand même pas loin d'une vingtaine d'années. Donc on met en place ce dispositif régulièrement et depuis 3 ans, on le fait avec du public réfugié. C'est-à-dire que non seulement on a un mal fou à trouver du public éligible au titre de l'insertion, que... J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises dans les réunions de chefs d'entreprise. Les résultats sont catastrophiques. C'est-à-dire ? C'est pas très politiquement correct, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que les gens ne souhaitent pas venir dans nos métiers. Il nous explique que... On m'a expliqué des réunions Pôle emploi où vous pouviez avoir 200-300 personnes qui étaient contactées et puis au final, le jour J, vous avez 1 à 2 personnes qui viennent. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Avec des salaires proposés qui étaient parfois très importants. Donc ça m'a interpellé. C'est aussi pour ça que c'est un questionnement pour moi, le recrutement, la main-d'œuvre, etc. C'est un vrai problème. Donc on est passé... Et puis on a des gens qui sont absolument pas... intégrables dans les entreprises. Quand, avec les acteurs de l'emploi et de l'insertion, on évoque ces sujets, on n'a pas le même vocabulaire. Derrière le mot intégrable en entreprise, capable d'entrer dans la vie active et dans une entreprise, on ne met pas les mêmes choses. Bon, de toute façon, ça peut s'évaluer avec des critères assez objectifs et je pense que ça peut être une question, que ce soit quelqu'un venant d'une autre culture ou d'une autre génération, il faut arriver à l'heure et faire le boulot qu'on nous demande déjà. Mais ça commence pas bien, quoi. Ouais. Quand vous avez des gens qui vous disent au bout de 4 jours, parce qu'il va falloir venir tous les jours. Oui, c'est tous les jours qu'il faut venir travailler. Ouais. Donc au bout d'une semaine, vous les avez déjà perdus parce qu'à 5 jours, c'est quand même énorme pour venir travailler. Non, on a des problématiques. En plus, nous, on a des métiers qui n'ont pas forcément une excellente image, des métiers plutôt physiques, des métiers qui n'ont pas une image extrêmement valorisante. Il vaut mieux être youtubeur ou influenceur ou faire des jeux vidéo que de venir travailler dans les travaux publics. Que de porter des parpaings, quoi. Alors, on ne les porte plus parce qu'il y a quand même du matériel, mais l'image, elle n'a pas beaucoup changé, même si dans la réalité, les métiers ont évolué, c'est certain. Et les salaires sont loin d'être mauvais. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que moi j'ai pu entendre des salaires qui étaient quand même assez alléchants et je me suis dit, ah oui, c'est compliqué à trouver, quoi. Plombier, électricien notamment. Il y a plusieurs phénomènes. Alors pour revenir à ce qu'on se disait, donc nous ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur du public réfugié, plus du tout sur du public en insertion. D'abord on n'arrive pas à le capter
Et d'autre Vous part, n'arrivez ils pas à insérer ne ceux qui sont en restent insertion. pas. Bon. Voilà. En entreprise. Après, on peut évoquer les raisons. Capter, Après. fidéliser, compliqué. Donc vous êtes dit, Donc du on coup, va travailler avec les comme réfugiés. effectivement on travaille en permanence avec la préfecture, on dit mais il y a du public réfugié. Qui Nous, pourra on avoir a envie besoin de bosser, de... nous on a envie de travailler, donc autant qu'on se rencontre. C'est Voilà. ça. Et puis ce public-là a la notion de il faut travailler pour s'intégrer dans une société et pour faire une place dans une société. Alors, ça, on est sur une autre approche. Du moins, tant qu'on ne leur a pas bien expliqué qu'en France, on peut... C'est pas politiquement correct aussi non plus, hein, mais il y a des associations qui vont voir les réfugiés pour leur expliquer qu'en France, faire attention de ne pas se faire exploiter par les entreprises et qu'on peut gagner de l'argent sans travailler. Ce qui est une façon d'exploiter le bien commun quand même. Mais bon. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. On pourrait dire ça. C'est pas moi qui l'ai dit, mais vraiment sans rire et sans faire... sans vouloir créer la polémique, c'est une réalité. Il y a deux discours. Quoi. Il y a un discours réalité. où vous pouvez vous intégrer par le travail et on vous en propose. Et puis il y en aurait d'autres qui diraient finalement faites attention. Il y a des méchants patrons qui sont là pour faire de l'argent sur votre dos. Et vous savez que vous avez droit au RSA, vous avez droit à ceci, vous avez droit à cela. Pour des gens qui viennent de pays où ça n'existe pas, se mettre à leur place aussi, se posent des questions et on leur explique, on les aide à remplir les papiers, etc. C'est un peu délicat. Je pense que ça permet aussi peut-être de faire un espèce de tri, puisque j'imagine bien que les salaires qui sont proposés ne sont pas au niveau du RSA quand même. Non, pas du tout. Voilà, et que donc si quelqu'un fait le choix du RSA, autant qu'il fasse le choix tout de suite du RSA. Les réfugiés qui ont le statut de réfugié légalement ont un accès immédiatement au RSA, puisqu'ils sont, c'est ouvert directement. Donc nous, en tout cas, on travaille avec ce public réfugié et on a eu de très bons résultats. Ouais. On a des gens qui sont motivés. Alors, il faut adapter les dispositifs parce qu'il y a un problème de langue, de maîtrise de la langue. Donc, dans les dispositifs de formation, on a intégré des temps longs de formation à la langue française, mais appliqués au métier, pas la langue littéraire. Ouais. Et on a des résultats très satisfaisants. C'est intéressant parce que finalement, ce n'était pas votre vocation spécialement au départ, mais vous participez à la question de l'intégration, quoi. On le faisait avec du public. L'estime de soi, l'intégration économique, oui, complètement. Le développement de familles en difficulté. Enfin, on n'est plus simplement pourvoyeur de travail à des gens. On participe sociologiquement à bouger le pays aussi en faisant tout ça. C'est vraiment l'esprit des chefs d'entreprise, en tout cas de travaux publics, même si ce n'est pas l'image, enfin, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit. Je dirais que 95% de la masse salariale d'une entreprise de travaux publics, ce sont des ouvriers. Donc, et la promotion interne dans les entreprises de travaux publics est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a une part importante de l'encadrement qui est issue de la base. C'est-à-dire des gens qui peuvent rentrer, on est encore dans des métiers où on peut rentrer ouvrier dans une tranchée et finir conducteur de travaux. Ou en tout cas, au moins, chef d'équipe, chef de chantier. Donc, on est sur des métiers qui favorisent ça et qui s'appuient essentiellement sur l'humain. Contrairement à d'autres métiers où il y a beaucoup plus d'encadrement. Et de télétravail. Nous, ça va être un peu compliqué, c'est vrai pour l'administratif. Mais c'est une vraie question, le fait qu'il n'y ait pas cette interface qui nous éloigne parfois rend les choses différentes, je crois. Pour les jeunes populations, c'est justement... oui. Les jeunes générations, c'est justement une question. Donc on travaille sur ces publics réfugiés, on a d'excellents résultats, mais on commence à avoir du mal aussi à les capter. Donc c'est vraiment compliqué. Mais là, c'est des publics réfugiés, on ne va pas les chercher à l'étranger. J'ai connu des périodes où c'était le cas. Je connais des entreprises qui arrivent à constituer des équipes qui viennent de l'étranger. C'est possible, mais c'est quand même rageant d'imaginer qu'il y a quand même encore des demandeurs d'emploi en France et qu'on n'arrive pas à recruter de la main-d'œuvre. Je souris parce que je pensais à un restaurant italien à Paris qui apparemment fait son recrutement en Italie directement et ils font monter les gens sur Paris et pour avoir un personnel complètement italien. C'est encore une autre philosophie. Encore autre chose, mais voilà, ça me faisait penser à ça. Les jeunes générations, alors, c'est peut-être aussi compliqué. Comment ça se fait qu'on peut être d'une jeune génération et bien rentrer dans vos propositions ?
Parce que tout le monde n'a pas envie d'être youtubeur non plus, tout le monde n'est pas calé devant l'ordinateur. Selon vous, qu'est-ce qui explique que certains adhèrent quand même? Parce que si on vous écoute, en fait, on va se retrouver avec soit une main-d'œuvre complètement vieillissante et plus aucun jeune, ou des réfugiés et point barre. Enfin, les réfugiés, on n'en recrute pas non plus des Oui, centaines. oui. Mais donc, qu'est-ce qui fait que certains individus des jeunes générations peuvent avoir envie de s'investir dans ce domaine-là? Alors, déjà, on est un métier où il y a toujours eu beaucoup de personnel issu de l'immigration. Ça, c'est pas nouveau. Oui. Ça a toujours été, Ouais. donc que ça soit du Mali, à des époques, c'était des trains entiers de personnel portugais qui remontaient pour venir travailler en France. Ouais. Enfin, ça a toujours été le cas. Je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer l'image et que les chefs d'entreprise aussi apprennent à manager peut-être autrement leur personnel pour attirer les jeunes générations. Alors il y en aura toujours, mais il y en a toujours un peu. Moderniser la façon de travailler C'est pas la façon de ou travailler. d'appréhender les jeunes. Aujourd'hui, alors on a fait d'ailleurs avec la CPME, qu'on évoquait tout à l'heure, Ouais. une conférence. Malheureusement, j'ai pas pu être là. On fait un coucou à Denis alors. Comment? On fait un coucou à On Denis. fait un coucou à Denis. On l'a fait ensemble, cette manifestation. C'est-à-dire qu'on a fait intervenir un conférencier spécialisé sur ce sujet pour parler des nouvelles générations et de pourquoi l'image pour certains chefs d'entreprise, bon, ils sont feignants, ils ne savent pas se lever à l'heure, ils ne s'intéressent à rien. En fait, je pense que, alors c'est un raccourci, mais ils attendent autre chose du travail que ce que nous, on pouvait attendre. Et il faut qu'on soit en mesure de leur donner dans nos entreprises les atouts qu'ils cherchent. Et c'est ça, c'est plus peut-être un problème, c'est pas qu'un Plutôt problème que de de se dire que le communication. problème mais est en face, on pourrait se dire comment je pourrais un peu changer de moi. toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Quand vous ne parvenez pas à recruter, C'est ça qui est intéressant, je trouve. il faut se poser la question sur soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tant obligé que ça, mais le problème devenant apparemment quand même généralisé d'une façon de fonctionner vraiment différente entre les générations, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que le recruteur qui avait la main, et c'est ça que je trouve pas inintéressant et qui pouvait parfois se permettre, je vais le dire comme je le pense, d'un peu déconner, là est obligé de se dire, bon, il va falloir que je change quelque chose parce que j'ai plus rien. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas, ça vient redistribuer les rapports de force. Oui, et puis c'est tout l'avantage, je trouve, ce que je disais aux chefs d'entreprise des crises, c'est que ça oblige à réfléchir et à redevenir intelligent. Tant que tout va bien, on reste sur ses pratiques, tout va bien. Sur ses acquis. Qui a envie de changer ses pratiques, ses acquis quand tout va bien? Et quand ça va moins bien, là, il faut qu'on se re-questionne. Comment on économise l'énergie? Comment on produit autrement pour moins émettre de gaz à effet de serre, moins consommer d'énergie, mieux respecter l'environnement? On est obligé de se creuser la cervelle Ce qui n'est pas évident. Hein. Non, mais j'écoutais Jean Covici dans une interview il y a quelques jours qui disait qu'il fallait une génération pour changer les habitudes. C'était un peu dur, mais il expliquait par exemple que les agriculteurs, la majorité n'avait pas envie de faire du bio et que clairement, pour eux, c'était des conneries. Mais que tous les nouveaux agriculteurs qui arrivaient s'étaient convertis d'emblée sans problème. Et il disait il faut au moins une génération, je suis tout parce à fait qu'on ne va pas avec changer cette comme vision. ça. C'est vrai, cette vision. On est peut-être en train de préparer les nouveaux futurs chefs d'entreprise des travaux publics. Et peut-être que ce sera compliqué de convertir certains à des nouvelles habitudes. C'est ce que je me dis, je sais pas. Oui, mais il y a des domaines dans lesquels ce sera des révolutions. Et donc vous voyez peut-être des chefs d'entreprise qui changent leur façon de faire. Oui, bien sûr, ils sont obligés de le faire. Et puis c'est une preuve d'intelligence. On ne peut pas se dire que tout le reste du monde va mal et que moi j'ai raison et donc je resterai comme je suis. Donc nous, notre boulot, on parlait de vocation, enfin de mission des syndicats, pour moi c'est ça. Et c'est là où on retrouve la logique de travail qu'on a ici. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on regarde devant et que l'on alerte les chefs d'entreprise et que l'on les prépare à aller vers les défis. Un chef d'entreprise, il est le nez dans le guidon. Lui, il faut qu'il fasse tourner la boîte et il faut qu'il nourrisse les personnes qui travaillent pour lui. Les boîtes de TP, les plus petites, elles ont une 50aine de salariés, mais globalement, c'est plus de 100 salariés. Ouais. Il y a du boulot pour nourrir tout le monde. Enfin, il faut en avoir des chantiers pour faire avancer le système.
Nous, notre boulot, c'est de regarder plus loin. Ouais. Pour moi, ce n'est pas de répondre à la question immédiate, c'est de prendre le temps, nous, de percevoir ce qui va se passer et de se dire comment il faut préparer les entreprises pour que, au moment où les choses évoluent, ça ne soit pas un mur qu'on prenne, comme c'était en 1994 quand je suis arrivée, où je suis arrivée en pleine crise et je me suis dit, mais moi je venais de la biologie, d'une boîte américaine, donc où on faisait déjà de l'assurance qualité et tout, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde où on n'a même pas vu venir une crise pareille et où les boîtes ferment et sont plantées devant un mur sans comprendre pourquoi elles sont là. Et c'est ça vraiment notre mission à nous, c'est de percevoir ces changements. Faire un peu de prospective et sentir un peu où le vent tourne. Et de se dire qu'est-ce qu'il faudra mettre en place. Et d'où l'intérêt aussi d'associer les acteurs économiques qui ont les clés et pour qui il est absolument nécessaire qu'on en avance ensemble. Quelle est la grosse difficulté? C'est justement que les entreprises et les acteurs économiques n'avancent pas pareil. Quand on travaille tous ensemble, l'avantage c'est qu'on échange et on met en place des actions ensemble et que si le syndicat est force de proposition au lieu d'être toujours en arrière, et qu'il est force de proposition suffisamment tôt, les acteurs économiques n'iront pas chercher à l'extérieur de leur territoire des solutions, ne vont pas prendre des bureaux d'études, partir dans des considérations très philosophiques et ensuite intégrer dans leur cahier des charges des exigences qui sont à côté de ce que peuvent faire et de la réalité de ce que peuvent faire les entreprises. Là, ici, on avance tous ensemble. Donc, on peut répondre un peu mieux, je ne dis pas que c'est parfait, à cette nécessité de vision et de préparation au changement. Et en plus, on peut le faire en ayant une coordination, une harmonisation sur le territoire des visions, des choix et des pratiques qu'on peut estimer comme bonnes pour l'évolution économique du territoire dans son ensemble et de sa population. Bon, ça me semble assez clair et comment dire, assez imagé. On va aller sur la dernière question. Anne Graziani, selon vous, où va le monde? C'est une bonne question. Ah bah oui, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Alors le monde dans son ensemble, je pense qu'on va arriver vraiment à des grands changements. Mais je disais ça à un chef d'entreprise il y a quelques jours. Je lui dis, tu vois, quand je suis arrivée, je trouvais c'était lunaire d'avoir des chefs d'entreprise qui partaient en disant « faut que je parte, je ne comprends plus rien, c'était bien mieux avant ». Et je ne m'y retrouve plus. Je me dis que j'arrive au bout, moi, à bientôt partir, avec des gens que j'ai vus. La population est très stable en travaux publics, donc ça fait 30 ans que je travaille avec eux. Et je me dis, ils avaient raison. En fait, en une génération, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le monde, les choses changent et en fait, on se trouve, même avec plein d'efforts comme on peut le faire, même en côtoyant des gens jeunes, moins jeunes et en travaillant avec la méthode que j'évoquais, on est quand même encore en décalage. Et je pense qu'effectivement, il y a des changements, toutes les générations, il y a des changements qui s'amorcent. Et là, je trouve qu'on rentre dans un changement assez important qui va nécessiter vraiment un questionnement de fond sur le fonctionnement des entreprises, sur le travail, et tout ça beaucoup impulsé par toutes les préoccupations liées au changement climatique, si on veut l'appeler comme ça, en tout cas à la transition écologique. Et une grande part des attentes des jeunes générations, elles trouvent leur genèse dans cette préoccupation-là. Ça impacte pas que la façon dont on va respecter l'environnement, la biodiversité, et ça impacte tout le système. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre Assemblée générale sur les impacts économiques du changement climatique, mais c'est tout un système qui va évoluer, et les attentes des jeunes sont liées beaucoup à ça. Ils attendent autre chose de la vie, ils attendent une qualité de vie. Le travail, ce n'est pas la première motivation. La première motivation, c'est la qualité de vie. Le travail, c'est qu'un outil. Par rapport à une génération comme la mienne, où on était encore... le travail, c'était... on faisait une carrière, où on avait envie de... c'était un investissement majeur. Je crois que l'approche est différente, et beaucoup d'évolution de cette approche vient aussi de cette approche du monde et de l'environnement écologique, de l'environnement au sens large. Eux, ils se demandent où va le monde, mais c'est eux qui vont l'emmener
moi, je pense que ça peut être vertueux et qu'il faut que ça soit un moteur de remise en question et d'apport d'intelligence, qu'on sorte de son confort, de sa zone de confort et qu'on se repose des vraies questions. C'est bien. Mais où ça va aller vraiment loin, mais je ne sais pas vous dire où, hein, si je le savais. En tout cas, Ariane Graziani, merci pour vos réponses. C'était un entretien riche et je remercie tant que j'y suis Bérangère qui doit nous écouter. Voilà. Merci à vous.